Kerby, qui est fondatrice du réseau FEMCA, qui va donc revenir sur le problème de l'éducation financière en France et le Gender Investing Gap. Gender Investing Gap, eh bien, c'est l'inégalité d'accès à l'investissement pour les hommes et les femmes. Donc, Hélène, tu vas nous expliquer comment est-ce que l'éducation financière que tu dispenses via ton projet permet de démocratiser l'accès à l'investissement pour les femmes. Parce que oui, en 2023, le monde de la finance a toujours du mal à faire de la place aux femmes. Et côté financement, c'est le même constat. On regarde parmi les fondatrices de start-up et on constate qu'elles ont fait 4 fois moins de levées de fonds que leurs homologues masculins. Donc un sujet très important qui concerne au sein de l'écosystème EdTech 33% des fondatrices. On sait qu'il y a 33% de femmes CEO au sein de notre écosystème et qui sont confrontées à ces problématiques de gender gap et de difficultés de lever des fonds. Donc Hélène, à toi la parole. Tu es avec nous pour 20 à 25 minutes de contenu et ensuite on prendra vos questions avec grand plaisir. Et je ne me suis pas présentée, je suis Anne-Charlotte Monneret, déléguée générale du réseau EdTech France. Donc 43 startups sont présentes juste derrière vous, donc n'hésitez pas ensuite à aller faire un petit tour. Hélène, c'est à toi. Bien, merci beaucoup Anne-Charlotte. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui aussi pour parler de ce sujet important qui est la question du financement de l'innovation et en particulier quand c'est une innovation qui est portée par les femmes. En effet, quand on m'a proposé de faire cette keynote, je me suis un petit peu interrogée sur l'angle à adopter, le bon angle à adopter. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne tribune pour parler justement de la question, quand on parle de l'éducation des investisseurs et des investisseuses, de parler de la question justement des biais de genre. Et de ces inégalités d'accès au financement qu'on appelle le Gender Funding Gap, mais j'aurai l'occasion de revenir dessus. Alors, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était 3 temps pour cette prise de parole. Un premier temps pour vous parler plutôt des chiffres en général et du contexte, pour mieux comprendre qu'est-ce que le Gender Funding Gap. Un deuxième temps pour tenter de comprendre un peu mieux les causes et les origines. Et dans un troisième partie, ouvrir des perspectives aussi plus réjouissantes, hein, parce que les chiffres ne seront pas très positifs, mais c'est important de finir sur une note un peu plus réjouissante, et surtout parler également de ce dont parlait également Anne-Charlotte en introduction, la dimension du Gender Investing Gap, qui est en fait un sujet un peu plus large. Donc pour commencer, je voulais reprendre le chiffre cité. Et juste une petite parenthèse sur l'importance des chiffres, parce qu'en fait, pendant très longtemps, on a eu très peu de chiffres, voire pas de chiffres sur ces sujets. Et ce que l'on constate, hein, c'est que ce que l'on ne compte pas, finalement, ne se mesure pas, et finalement, c'est très dur de lutter contre. Donc la question d'avoir des chiffres, elle est fondamentale sur ces sujets-là pour vraiment prendre la mesure des inégalités et mettre en place des solutions. Donc, comme ça a été dit en introduction, en France, les fondatrices de start-up ont levé 4 fois moins de fonds que leurs homologues masculins en 2021. Donc ça, ce sont les chiffres du dernier baromètre de la dernière étude produite par le collectif Sista avec le BCG. Pour la petite parenthèse, le collectif Sista, et je vais revenir dessus, est un collectif qui œuvre pour plus de diversité dans la tech au sens large, mais surtout pour un meilleur financement, enfin un financement qui soit plus paritaire. Et depuis maintenant 2-3 ans, ils et elles produisent des études donc, tous les ans sur ce sujet qui permettent vraiment de prendre le pouls finalement de où on en est en termes de financement, où vont les capitaux et qu'est-ce qu'ils financent. Donc ces chiffres sont quand même assez éloquents et je voulais en citer quelques autres qui sont également intéressants à connaître et encore peu connus. Hein. Donc pour les entrepreneurs, les équipes 100% masculines ont capté 88% des fonds levés en 2021. Donc ça donne un petit peu un ordre de grandeur. En 2021, une femme va lever 3 fois plus en s'alliant avec des hommes plutôt qu'avec des femmes. Toujours aucune start-up féminine ne lève plus de 50 millions d'euros. Donc là, en fait, ce qu'on observe, c'est que plus on va dans des strates finalement de financement importants et moins finalement les femmes sont présentes. Sur les 26 licornes françaises, donc ça c'était l'an dernier puisque maintenant on est à 29 si je ne me trompe pas, une seule Vestiaire Collective compte des femmes parmi ses fondateurs, donc c'est quand même là aussi assez éloquent.
Le dernier chiffre, simplement pour préciser que ce n'est pas un sujet français, spécifiquement français, c'est plutôt un problème, un sujet mondial, puisque aux US, seuls 8% des startups américaines ayant levé des fonds ont des femmes dans les équipes dirigeantes. Donc, tous ces chiffres illustrent ce qu'on appelle donc le gender funding gap, qui est l'inégalité d'accès au financement entre les femmes et les hommes. Donc, un terme qui reste relativement inconnu, voire impensé en France. On commence un peu plus à en parler depuis 2-3 ans, mais qui est relativement nouveau. Alors, comment on peut expliquer cet écart? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, je trouvais ça intéressant aussi de chercher à creuser et à comprendre les origines de cet écart. Alors, comme beaucoup de sujets qui sont liés à la question des inégalités femmes-hommes, c'est souvent un sujet qui est systémique et multifactoriel. Donc, à ce stade, c'est important d'éviter les réponses qui vont être un peu trop tranchées. Petite pause. Là, je ne peux pas rivaliser en termes de son. Et donc, comme je disais, systémique et multifactoriel. Alors, une première réponse qui pourrait être finalement la plus évidente, c'est de se dire les femmes sont moins nombreuses à entreprendre. Donc, et par effet mathématique, sur l'ensemble des capitaux, il y a moins de capitaux qui vont en leur direction. Bon, c'est une réalité, les femmes sont moins nombreuses à entreprendre, mais c'est seulement un élément de réponse et il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte. La deuxième chose, moi, que j'entends beaucoup, c'est de dire que les femmes sont moins nombreuses à demander des financements, ce qui est en partie vrai. Pour vous donner quelques chiffres qui sont un petit peu moins récents, en 2015, elles étaient que 15% à lever des fonds dans l'industrie du numérique. En fait, ce qu'on observe, c'est que les femmes, aujourd'hui encore, ont plus tendance à créer des entreprises dans des secteurs, même quand on regarde la tech, qui sont un peu moins demandeurs de capitaux, donc vont plutôt aller sur du e-service ou du e-commerce. Donc ça, c'est un fait. Néanmoins, je trouve ça important à ce stade d'ouvrir la réflexion, parce que si on s'arrête là, en fait, on peut arriver à la conclusion que finalement, c'est la faute des femmes, entre guillemets, si elles reçoivent moins de financement. D'ailleurs, j'avais, juste pour terminer sur ce point, plus sur une anecdote personnelle, je participe à beaucoup d'événements avec Sista, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de VC, notamment des VC analystes qui voient des dossiers passer, des entrepreneurs pitcher. Et c'était assez intéressant de voir, c'était une femme qui me disait qu'elle voyait des comportements assez différents. Où en fait face à elle, quand elle avait des hommes entrepreneurs, avaient plus tendance à vendre une vision, à vendre de la projection et en quelque sorte à vendre du rêve, et que les femmes qu'elle voyait en rendez-vous avaient plus tendance à rester sur l'actuel, sur les vrais chiffres, et que finalement ça c'était quand même des comportements qui étaient qui finalement derrière se traduisaient par des demandes de financement et des octrois de financement qui étaient différents. Ceci dit, le sujet d'aujourd'hui, et c'est là qu'on en vient à la question de l'éducation, il est beaucoup plus large que ça, et le sujet est plus complexe. En fait, il y a une chercheuse qui s'appelle Lakshmi Balachandra, qui est une chercheuse de Boston, de l'université de Boston, qui a fait une étude sur la question des biais de genre, et notamment sur la question, elle a écrit un papier qui a été repris dans Le Monde, qui titrait « L'inclusion chez les investisseurs n'est pas naturelle ». Et en fait, c'est là où c'est intéressant de comprendre aussi comment le système, c'est pour ça que je parlais de dimension systémique, comment le système influe aussi et joue un rôle prégnant dans finalement ces inégalités d'accès au financement. Donc ce qu'elle explique, cette chercheuse, c'est que les investisseurs généralement, et les investisseuses, puisque femmes comme hommes sont concernés par les biais de genre, possèdent une image mentale qui est bien particulière, celle de l'entrepreneur à succès. Donc, et on pourrait faire le test de s'interroger tous et toutes quelle est notre image de l'entrepreneur à succès. Alors c'est un jeune garçon blanc, très sûr de lui, qui a le sens du contact. Donc voilà un petit peu l'image qu'on en a. Et ce qu'elle montre, et ce qu'elle explique aussi d'ailleurs, c'est qu'elle-même, en tant qu'investisseuse, elle partage la même vision de cet entrepreneur à succès. Donc elle est elle-même, bien qu'étant très consciente de ça, victime des mêmes biais.
Et donc la conséquence de tout ça, c'est que finalement, ce ne sont pas les mêmes questions qui sont posées aux femmes et aux hommes qui vont venir pitcher et présenter leur projet. Donc je prends un exemple aussi sur... Alors il y a deux sujets, c'est pas les mêmes questions, c'est pas les mêmes interprétations. Donc il y a notamment le sujet de la jeunesse, par exemple, qui est assez intéressant. Pour un homme jeune, les investisseurs, investisseuses auront tendance à le percevoir comme quelqu'un de prometteur, hein, parce qu'il est jeune, beaucoup de choses à développer, etc. Pour une femme, on verra plutôt l'inexpérience. Donc c'est assez intéressant pour se dire qu'une même caractéristique donne lieu à deux interprétations différentes. L'autre chose, et c'est donc Dominique Gaillard, qui est président de France Invest, qui explique ça, c'est qu'on ne reçoit pas les entrepreneurs masculins et féminins de la même manière venant lever des fonds. Donc il a observé que on interrogera davantage un fondateur de start-up sur les moyens d'accélérer les performances de sa société, quand une fondatrice, on l'interrogera davantage sur les manières de minimiser les risques. Et donc forcément, la conséquence de tout ça, c'est que les montants demandés et les montants reçus, finalement, en termes de financement, ne sont pas les mêmes, puisque le ton des échanges est fondamentalement différent. Donc ça, c'est, je pense, un point clé, et c'est intéressant aussi dans la réflexion, parce que, en fait, de s'interroger tous et toutes, et même de manière plus générale, au-delà du sujet du financement, sur les biais qu'on peut avoir, parce que, encore une fois, le propre de ces biais-là, c'est qu'ils sont inconscients. Donc, c'est ça qui est très complexe. Un autre point aussi, alors même si je ne prétends pas une vision exhaustive pour expliquer pourquoi il existe ce Gender Funding Gap, il y a un autre point qui est important ici à éclairer, c'est la question de la sous-représentation des femmes dans le monde du venture capital, dans le monde du VC. Puisque en France, aujourd'hui, 86% des partenaires sont des hommes, donc ça vous donne un peu un ordre d'idée. Et il y a un effet qu'on appelle le Like Me Effect. En fait, généralement, ça c'est très humain, on a tendance à faire plus confiance à quelqu'un qui nous ressemble. C'est un peu un instinct de survie en quelque sorte. Donc soit, ça s'appelle Like Me Effect ou le biais de similarité. Et donc, ce qu'on observe, c'est que cette sphère-là reste très... voilà, c'est beaucoup de personnes qui ont les mêmes parcours, les mêmes référentiels culturels, les mêmes... voilà, le sujet de fond, c'est quand même la question de la diversité au sein de cet écosystème qui a comme résultante finalement un manque de diversité dans les financements. Alors voilà un petit peu pour les causes et pour comprendre un petit peu les origines de ce funding gap. Et maintenant, j'aimerais aussi parler de l'importance de pourquoi est-ce qu'il faut que les choses bougent. Parce que une fois qu'on a dit ça, ce qui est important, c'est aussi de comprendre l'enjeu en fait qui est derrière tout ça. Alors, la première chose, et c'est une réponse assez simple, c'est de se dire que finalement, le manque de financement, c'est un vrai frein pour beaucoup de femmes fondatrices et pour beaucoup de startups et plus globalement pour le développement de l'innovation. Donc, c'est un sujet global qui va bien au-delà de la tech et qui concerne la tech en général. La deuxième chose, c'est que ce qu'on observe, c'est que permettre de financer des startups, on a besoin de pouvoir financer des startups et des projets qui sont nécessaires à la société et qui sont aujourd'hui sous-financés. Je pense par exemple au secteur de la Femtech, donc qui est la contraction de Female and Technology, qui est en fait l'ensemble des innovations technologiques qui ont trait à la santé des femmes. Donc là, je m'écarte aussi un peu du sujet de tech, mais je pense que c'est intéressant comme éclairage. Pendant très longtemps, ce secteur a été considéré par les investisseurs comme un secteur de niche. Et ça, c'est toujours assez intéressant parce que quand on le remet en perspective, on se parle quand même de la moitié de la population mondiale, mais donc comme un secteur de niche et donc finalement, entre guillemets, sous-financé, sous-considéré. Les choses sont un peu en train de changer, mais c'est encore lent. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui entreprennent dans la Femtech et c'est très compliqué. Mais pour vous donner un chiffre, sur le potentiel du marché, la Femtech, elle devrait représenter environ 50 milliards de dollars, peser 50 milliards de dollars d'ici 2025, donc ce qui est pas vraiment une niche. Voilà. Donc c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres et je pense que ça renforce cette idée de voilà, il y a un sujet aussi des deux côtés à avoir finalement plus de femmes d'un côté pour financer aussi plus de femmes de l'autre et aussi plus de personnes tout simplement éduquées, sensibilisées au biais de genre. Et un dernier chiffre que je trouve intéressant sur ce sujet pour montrer à quel point ça permettrait de diversifier les financements. En moyenne, les fonds VC qui ont des femmes partners ont 3 fois plus de chances d'investir dans des business créés par des femmes. Donc voilà, donc ça se reflète
on le voit dans les chiffres. Alors, donc, ce serait bénéfique, si j'en continue dans la pensée, ce serait donc plutôt bénéfique pour le financement de femmes entrepreneurs, bénéfique pour des projets qui sont nécessaires à la société, mais aussi bénéfique pour les fonds eux-mêmes et pour les investisseurs eux-mêmes. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on se parle ici d'une situation, en quelque sorte, une win-win situation, puisque les études sur la question de la diversité, les bénéfices, l'impact positif de la diversité sont formelles sur ce sujet. Il y a des études très connues, notamment celles conduites par McKinsey, Why Diversity Matters, qui est très connue. Il y en a d'autres qui ont porté plus spécifiquement sur la question des fonds, notamment une étude qui s'appelle The Other Diversity Dividend, qui a été conduite en 2018 et qui montre que les fonds d'investissement qui ont augmenté leur proportion de femmes partners de 10% ont vu en moyenne une hausse de 1,5% du rendement global du fonds chaque année et ont enregistré 9,7% de sorties profitables supplémentaires. Donc, sans se dire, voilà, là c'est juste pour appuyer un petit peu sur quelques données, mais c'est toujours un peu la même discussion au fond, c'est l'importance de la diversité. Et comme je le disais tout à l'heure, je voulais terminer aussi sur une ouverture qui est plus positive, sans montrer que ce sujet, il est quand même beaucoup en train d'évoluer et que les lignes bougent. Donc il y a notamment, j'en parlais tout à l'heure, le collectif Sista qui s'est structuré il y a 3 ans à peu près maintenant, qui œuvre à favoriser un meilleur financement des femmes entrepreneurs. Donc ils ont différentes verticales. Une verticale data, puisque comme je le disais, c'est très important, elles disent quelque chose de très juste, c'est il faut compter les femmes pour que les femmes comptent, et je trouve ça très juste, et ça pourrait s'appliquer pour d'autres cas. Leur objectif, leur fonctionnement, c'est de faire signer des chartes finalement à des fonds qui vont s'engager, donc notamment, généralement, les fonds s'engagent à financer 25% de startups fondées ou cofondées par des femmes à horizon 2025. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller vraiment voir les fonds, faire de l'éducation, sensibiliser. Et la deuxième dimension aussi, c'est qu'elles organisent des événements où elles invitent des femmes entrepreneurs au sein des fonds. Et en fait, personnellement, j'ai assisté à plusieurs événements. Je trouve ça intéressant parce que ça lève un premier frein qui est tout simplement aussi de rentrer dans cet univers et mieux comprendre aussi comment fonctionnent et comment réfléchissent les investisseurs. C'est toujours très éclairant, notamment quand on développe son business. Et Sista a lancé récemment le Sista Fund, qui est donc un fonds pour financer la prochaine génération d'entrepreneurs. Donc ça, c'est des perspectives plutôt réjouissantes. Et en ouverture, je voulais aussi parler de, si on décale un petit peu la discussion au-delà du monde VC, dans le monde du financement en sens large, notamment au niveau des business angels, il y a des initiatives qui émergent, notamment l'EIA Capital, par exemple, des initiatives de femmes business angels qui viennent avec des thèses d'investissement qui sont, par exemple dans le cas de l'EIA, de financer à la fois des startups qui sont fondées ou cofondées par des femmes et qui ont aussi une dimension impact. Donc tout ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi de se rendre compte que voilà, les choses sont en train de bouger. Moi, je les ai rencontrés. Il y a beaucoup de, il y a eu d'ailleurs une belle couverture presse autour de ça. Il y a une vraie dynamique, une vraie lame de fond sur le sujet. Et moi, je voudrais conclure sur la question de l'éducation financière au sens plus large, parce que en fait, mon sujet, moi, qui m'anime au quotidien, j'ai fondé, donc je terminerai là-dessus, j'ai fondé Femka, qui est une plateforme de formation à l'investissement pour les femmes. Mais il ne s'agit pas seulement de parler d'investissement en private equity. Moi, je pense que finalement, le sujet est plus large que ça. C'est le sujet de l'éducation financière qui est vraiment, en France, le parent pauvre de l'éducation nationale. Et pourtant, et moi, c'est un peu mon combat. Je pense que tout citoyen, citoyenne devrait être outillé avec j'aime bien appeler ça ce kit de base de connaissances financières. Parce que aujourd'hui, on le voit de plus en plus, il y a beaucoup de startups qui recourent à du crowdfunding, etc., du crowdlending. Donc, il y a des opportunités d'investissement de plus en plus nombreuses pour le particulier ou la particulière. Et donc, il faut aussi que chacun puisse, et je pense que derrière, c'est en ça que c'est un enjeu de société, il faut que chacun et chacune puisse exprimer sa voix économiquement. Parce que finalement, je pense que nous, en tant que citoyens, citoyennes, société civile au sens large, quand on sort
pur sujet VC, on a un rôle à jouer pour savoir dans quelle direction va notre économie et comment construire notre économie de demain. Donc voilà, je terminerai sur ces notes. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous m'avez bien entendu parce qu'il est un peu bruyant. Et voilà, et merci beaucoup. Et puis si vous avez envie de discuter, d'échanger, j'ai encore quelques minutes. Merci beaucoup Hélène, bravo, et on va prendre quelques questions si vous en avez dans le public, c'est le moment, je me déplacerai à vous pour vous passer le micro, monsieur devant. Il y a quelques hommes, il y a quelques années, on disait qu'il n'y avait pas assez de filles dans les grandes écoles, elles sont majoritaires de loin maintenant à HEC et ainsi de suite. Est-ce que c'est pas un faux problème et ça va arriver dans quelques années, les jeunes filles qui font des brillantes études vont arriver et vont monter les startups qu'elles ont envie de monter. Donc c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes qui étaient formées à l'époque pour qu'elles deviennent pour l'instant des créatrices de start-up. Et une dernière question, je suis prof en informatique, il n'y a pas de filles. Hein. Il y a quelques années, on en avait 30%. Là, on tombe à moins de 10% et encore, souvent, elles veulent arrêter le cursus. Donc il y a aussi une appétence aux sciences dures qui est beaucoup plus difficile pour les start-up qui doivent travailler dans l'informatique ou des sujets comme ça, quoi, hein. Alors, je pense qu'en effet, sur les écoles de commerce, en effet, c'est plutôt en train de se rééquilibrer. En revanche, comme vous le dites très bien, sur les écoles d'ingénieurs, on n'y est toujours pas. Voilà, pour autant, les profils de fondateurs ou fondatrices de start-up viennent quand même essentiellement aussi de ce type d'école, et notamment dans la tech. Hein. Donc je pense qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est toujours des sujets un peu complexes, et je pense qu'il y a la question de l'éducation, en effet, avoir plus de femmes dans ces filières. Mais derrière, ce qu'on observe aussi, par exemple, dans la tech, c'est que même toutes les femmes qui sont développeuses, par exemple, qui sont dans ces métiers, eh bien, il y en a beaucoup qui quittent au bout de quelques années. Donc, en fait, c'est aussi comment rendre ces univers women-friendly, en quelque sorte, et faire en sorte qu'elles aient envie de continuer et de s'épanouir. Donc, je pense qu'il y a aussi des choses au sein même des entreprises, dans la culture de ces entreprises qui doit pouvoir évoluer. Et après, concernant, en effet, dans les sujets, sur des filières vraiment scientifiques, ça, quand on creuse, en fait, c'est quand même beaucoup l'éducation genrée, hein, bien sûr, qui fait que, d'ailleurs, c'est à partir de... Il y a des études qui ont été conduites et qui montrent que c'est à partir de 6-7 ans que beaucoup de petites filles commencent à considérer qu'elles sont moins fortes en maths. Donc ça, c'est vraiment dans ce qu'on leur renvoie. Et du coup, il y a un enjeu, encore une fois, hein, c'est très à propos d'éducation, mais d'éducation pas seulement à l'école, c'est aussi l'éducation auprès des parents. Donc, et pour rebondir là-dessus, pour animer un réseau de presque 500 entreprises du numérique, on régresse en fait depuis 4-5 ans sur deux aspects. Un, l'orientation scolaire dont parlait Hélène. Donc il y a moins de 18% des jeunes filles qui s'orientent vers les filières techniques et numériques. Donc forcément, ensuite, ça ricoche sur les femmes qui font des études techniques et qui sont capables d'aller créer des deep tech, que ce soit dans la head tech ou dans d'autres secteurs. Et si on regarde les French Tech 120, donc les 120 plus grosses scale-up de notre écosystème, qui par définition sont récentes, par définition créées par des gens plutôt jeunes, qui ont fait des études récemment et qui du coup ont peut-être moins subi le problème de diversité dans les grandes écoles ou les écoles d'ingénieurs, et bien pourtant, il y en a 30% qui ont un CEO et une équipe d'exécution, donc des VP, 100% masculines. Donc un tiers des French Tech 120 sont uniquement dirigés par des hommes. Donc on a quand même une régression sur ces deux aspects, la création de scale-up par des femmes et l'orientation vers des filières techniques et numériques par des femmes. Et au sein de l'écosystème EdTech, il y a 33% de CEO femmes. Donc on est le meilleur élève des différents segments de marché de la French Tech. Donc ça, on peut en être fier. Mais en fait, à partir du moment où on sait que tout fonctionne par rôle modèle, à partir du moment où il n'y a pas de plus en plus de femmes entrepreneurs dans les autres segments, on ne va pas y arriver. Donc en fait, mais ce qui est inquiétant, c'est la régression en France depuis 3-4 ans. Et les problèmes de levée de fonds par les fondatrices femmes, en fait, est juste un facteur de plus qui empêche la croissance et le succès de start-up et de scale-up fondés par des femmes. Et du coup, on a moins de rôle modèle, etc., etc., etc. Donc en fait, tous les sujets sont liés, mais pour répondre à notre question sur les générations, il y a une vraie régression depuis 4-5 ans en France. Il est 26, on a le temps pour une ultime question sur ce sujet. Non, c'est pas une question, c'est une observation. Vous parliez de problème d'orientation scolaire.
il y a eu un magnifique rapport fait par Salomé Berliou qui a été remis à Jean-Michel Blanquer il y a quelques années sur l'autocensure des filles et notamment dans le milieu rural où finalement le seul... alors il y a une pression de la famille pour que les filles n'aillent pas faire d'études à la ville qui est un milieu dangereux, et puis faire des études c'est cher. Et d'autre part, le fait que souvent, dans ces territoires qu'elle appelle les territoires oubliés de la République, il y a le seul lycée technique disponible, c'est le lycée technique agricole, où on ne va pas forcément faire des études d'IT. Donc il y a une partie importante du problème qui vient de la culture et des schémas mentaux des familles, des enseignants, et puis du manque de structure. Alors peut-être que les nouvelles technologies e-learning pourront faire des choses, peut-être pas, mais il y a vraiment des problèmes culturels de fond. Alors, j'ai pas tout très bien entendu parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais du coup, je n'ai pas lu ce rapport, mais ça m'intéresse de... Ouais, peut-être que tu veux... Ouais, je rebondis juste là-dessus sur Chemin d'Avenir. Donc, c'est une association géniale qui fait du mentorat entre personnes qui ont réussi, entre guillemets, dans des entreprises au sein de grandes métropoles qui vont mentorer des jeunes de milieux ruraux. Pour rebondir sur ce que vous disiez, justement, très récemment est passé le fait de rendre obligatoire l'enseignement de sciences numériques au collège pour que tous les enfants, tous les élèves puissent avoir une initiation à ce que va être le numérique, qu'importe leur genre, dès le plus jeune âge, pour ensuite limiter les problèmes d'orientation. Mais tout à fait, il faut que l'éducation nationale et la formation initiale se saisissent de ces sujets pour que, qu'importe son cercle social ou sa localisation géographique, on puisse penser à s'orienter vers ce type de filière. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quand on parle de numérique, les gens pensent programmation, alors qu'en fait, numérique, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a toute cette notion d'humanité numérique, d'éthique, de réflexion sur l'accompagnement, sur quel est l'usage, et ça malheureusement c'est difficilement enseigné aujourd'hui à l'école française, mais c'est un autre débat. Merci beaucoup Hélène.